Le Premier ministre face à la presse ce matin, occasion pour lui de parler de sa politique gouvernementale. Lancement ce jeudi de l'opération d'exhumation des corps de la crise post-électorale et puis tension entre la Corée du Nord et les États-Unis. Les autorités de la péninsule coréenne menacent d'attaquer le pays de Longsam. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après la crise post-électorale, un autre moment douloureux de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'exhumation des corps. Ce matin, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a procédé au lancement de cette opération dans la commune de Yopougon. Vive émotion donc à la mosquée principale du camp militaire. Le 16 avril 2011, à midi, il est venu manger avec ses frères. Moi, je n'étais pas là. J'étais parti voir un parent malade au kilomètre 17. Bon, quand je suis revenu, j'ai vu ses frères là. J'ai demandé, mais où est votre grand frère? Il dit, ah, il est parti voir la grand-mère là-bas depuis 16 avril 2011 jusqu'à aujourd'hui. Il ne m'a pas appelé. Ou bien on ne m'a pas dit qu'on l'a vu quelque part là-bas. Mon fils avait 32 ans. Ils ont été attaqués le soir du 4 avril. Ils les ont non seulement tués, mais ils les ont mis ensemble avec des nattes et d'autres objets et ils les ont brûlés avec la mosquée. Des témoignages des parents des victimes de la crise post-électorale. Ce jeudi 4 avril, ils sont là pour assister à l'exhumation des corps de leurs enfants ou amis. Dans la commune de Yopougon, précisément à la mosquée principale de Yopougon camp militaire. Rideau noir. Derrière se trouve une fosse commune et à l'intérieur 4 corps. Le coup de pioche du ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques sonne ainsi le démarrage des opérations d'exhumation. Il se trouve que quand on ouvre par expérience de telles fosses, on peut y découvrir des restes de chaussures, des bijoux, des dentiers, toutes choses qui peuvent permettre aux parents de savoir que ces chaussures-là, c'était celles que portait notre parent le jour de sa disparition. Et ainsi, on pourra donc identifier les différents corps. Pour Isiaka Diaby, président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, la seule commune de Yopougon enregistre 376 corps sur 700 dans le district d'Abidjan. Cette action va permettre, n'est-ce pas, d'atténuer nos traumatismes. Traumatisme des victimes, des parents des victimes, des orphelins, des veuves. Cette opération d'exhumation s'étendra sur toute l'étendue du territoire national. Tous les corps vont subir une autopsie qui sera effectuée par des médecins légistes. De nombreux corps sont donc ainsi disséminés dans le pays. La coalition ivoirienne pour la Cour pénale qui refuse l'impunité s'est penchée sur la question. Une conférence et ce thème, la lutte contre l'impunité en Côte d'Ivoire, quelle réalité? Hamza Diaby. L'impunité en Côte d'Ivoire est une réalité, selon Ali Ouattara, président de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale. Pour lui, la crise ivoirienne a engendré de nombreux maux, avec à la clé des milliers de victimes. Une recherche de vérité s'impose donc afin de situer les responsabilités et que justice soit rendue. Tant qu'on ne va pas lutter contre l'impunité, tant que les victimes ne sont pas mises au centre des débats, tant qu'on veut mettre sur place, adopter des lois d'amnistie, ce sont des actes qui vont encourager l'impunité, ce sont des actes qui vont encourager la récidive, ce sont des actes qui vont encourager la vengeance. Recherche de vérité, pardon pour arriver à la réconciliation, une démarche approuvée par l'ensemble des organisations présentes à cette conférence. Les perspectives, c'est après les enquêtes, arriver à la réparation. Et après les réparations, faire un mémorial, mais surtout les recommandations qui seront remises officiellement au chef de l'État. C'est ça le travail de la CDVR. Des efforts sont encore à fournir dans la lutte contre l'impunité en Côte d'Ivoire, selon la CICPI. Dans 3 mois, une autre conférence sera organisée toujours dans le cadre de la mise en œuvre du programme de lutte contre l'impunité. Et puis, toujours dans le cadre de l'apaisement, la CEI, Commission électorale indépendante, a échangé avec les candidats retenus pour les élections municipales et régionales. Au menu, expliquer les nouvelles méthodes de vote et inviter à la bonne tenue du double scrutin. Michel Bombo nous en parle. Des élections couplées en Côte d'Ivoire.
Une grande première. La CEI veut tenir le pari. Les rencontres se multiplient donc entre l'institution et les différents acteurs. Après les forces de l'ordre, l'ONUCI, les leaders religieux, c'est au tour des hommes politiques d'être reçus par le président de la CEI, Youssouf Bakayoko. À l'ordre du jour de la rencontre, les enjeux de ces élections municipales et régionales couplées. Pour nous, la chose est extrêmement importante parce que non seulement c'est une innovation dans notre système, mais aussi parce que certains pays africains ont essayé ce système. Et nous observons que partout, ça a été plus ou moins réussi. Nous comptons sur vous pour qu'il y ait beaucoup d'apaisement, qu'il y ait beaucoup de compréhension entre les différents candidats et aussi, par ricochet, entre les différentes populations qui vont soutenir vos candidatures respectives. La sécurisation du scrutin, la logistique, la crédibilité du vote, autant de préoccupations soulevées par les candidats. Et la CEI s'est voulue rassurante. Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement du scrutin. Reste maintenant aux candidats de respecter le code de bonne conduite. La campagne pour les élections municipales et régionales couplées s'ouvre ce vendredi 5 avril dès minuit pour se refermer le vendredi 19 avril à minuit. Autre fait important ce jeudi, la conférence de presse du Premier ministre Daniel Kablan-Ndunkan. L'action gouvernementale passée au peigne fin et entre les lignes, on retiendra que la Côte d'Ivoire, pays émergent en 2020, ce n'est pas un rêve. Les détails avec Anzelika Eoura. La Côte d'Ivoire, émergente en 2020, la carte se dessine avec un taux de croissance de 9,8 en 2012 contre 8% attendu. Cependant, les Ivoiriens attendent toujours de ressentir les effets de cette performance dans leur quotidien immédiat. Le gouvernement travaille, ils ont fait un effort, c'est bien. S'ils continuent à ce sens, c'est bon. Pour les travaux, c'est bien. Bon, le marché est un peu cher, donc nous voulons qu'ils n'ont qu'à encore baisser les prix des riz, les prix des légumes sur le marché. La vie chère, l'eau, l'électricité et le prix du gaz butane, ces questions toujours d'actualité n'ont pas échappé au Premier ministre Daniel Kablan-Ndunkan. Je comprends bien qu'on veut tout de suite et maintenant. Prenons un exemple concret. La B28, l'effort qui a donc été fait, je crois qu'on était autour de 18 666 francs, je crois, la B28. On est passé à 13 000 francs. Attendez un peu de voir si les gens ne vont pas utiliser la B28. Au cours de ces échanges avec la presse, les premiers de l'année 2013, le Premier ministre a, en présence des membres du gouvernement, expliqué l'action gouvernementale mise en œuvre en vue d'améliorer les conditions de vie de la population. Sur les questions de sécurité et de paix, le chef du gouvernement note des résultats satisfaisants après la mise sur pied du Conseil national de sécurité en août 2012 et du Centre de coordination des décisions opérationnelles en mars 2013. Concernant la réconciliation et la cohésion sociale, le Premier ministre s'est voulu clair. Le dialogue se poursuit avec l'opposition, mais la justice suivra son cours. On va à la réconciliation, c'est effectivement important, mais il faut que la justice ait son rôle. Le pardon peut venir après, sous forme de grâce, et éventuellement, nous avons discuté avec les partis du CPD et singulièrement avec le FPI, l'amnistie individuelle, mais pas générale. Enfin, pour terminer sur la relance économique et la reconstruction post-crise, le chef du gouvernement a réaffirmé que seule une croissance forte garantirait le bien-être de la population. Il a donc invité les Ivoiriens au travail. Les Ivoiriens au travail après la cherté de la vie. Un autre problème auquel le Premier ministre devrait s'attaquer, c'est celui de l'accès à l'eau potable. Un exemple, à Durofla, village situé au nord de la Côte d'Ivoire, l'eau potable est une denrée rare. Quant à l'eau insalubre, il faut parcourir des kilomètres pour s'en procurer. Demain, le reportage complet de Franck Okwadio. Un investissement d'environ 5 milliards de francs CFA pour mieux lutter contre l'insalubrité. Le programme présidentiel d'urgence est donc mis en œuvre. Le ministre de l'Environnement lance l'opération et plus d'une centaine d'engins roulants remis aux premiers magistrats des communes de l'intérieur du pays. Laetitia Manglé. Le maire de Boko aborde un tracteur remorque. La région du Bafing, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, vient ainsi de bénéficier de l'opération Ville propre initiée dans le cadre du programme présidentiel d'urgence.
Boko est une commune frontalière. Boko doit être la vitrine de la Côte d'Ivoire. Recevoir donc cet utile, ce matériel-là, c'est un soulagement pour nous et pour la population. Dans la même dynamique, 168 maires de l'intérieur du pays ont reçu des chargeuses, des camions Benz et des tracteurs, histoire de redonner fière allure à leurs différentes communes et de promouvoir des comportements éco-citoyens. Il faut faire en sorte maintenant que les populations soient totalement débarrassées des ordures. Nous avons le personnel disponible. Tout ce qui nous manquait, c'était les engins. Pour le ministre de la Salubrité urbaine Alaquadio Rémy, c'est l'occasion de montrer la volonté des autorités de faire de la Côte d'Ivoire un pays propre et émergent à l'horizon 2020. Je voudrais demander aux maires bénéficiaires des engins de bien vouloir tenir les engagements liés à leur gestion pour assurer la pérennité et la propreté de nos villes et communes. Le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République, a exhorté les récipiendaires à faire bon usage du matériel reçu. Je voudrais lancer au nom du chef de l'État un appel pressant à chacun et à chacune afin qu'autant que nous sommes, nous puissions conjuguer nos efforts et réaliser l'union sacrée autour de la lutte contre l'insalubrité. Cette troisième phase du programme présidentiel d'urgence PPU a un coût global de 4,5 milliards de francs CFA. La journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars. L'événement est donc passé, mais en Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de consacrer un mois d'hommage à la femme. Différents ministères en profitent pour magnifier ces battantes de la nation. C'est le cas du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. À cet effet, nous recevons Mme Djegene Sea Yvette. Elle est membre du comité d'organisation. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Alors, quel est le sens de cette célébration? Les femmes ont-elles réellement besoin de cet hommage pour se sentir fortes? Je voudrais d'abord, avant tout propos, dire merci à Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, initiatrice de la journée d'hommage aux femmes de son département. Je voudrais également, au nom de la présidente du comité d'organisation, vous dire merci de l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur cet événement. Vous nous posez la question, je pense que la femme doit toujours être magnifiée, on n'a pas besoin d'un temps pour célébrer la femme. Et notre ministre de l'Éducation nationale l'a bien compris et décide donc de célébrer après le 8 mars des femmes de son ministère ayant compris l'utilité et la nécessité de les célébrer avec toutes les compétences et tout le mérite. Hein, voilà. Donc, elle a décidé d'honorer ces femmes du ministère et tout poste de travail confondu. Et qu'est-ce qu'il y a au menu de ce rendez-vous? Et c'est quand d'ailleurs ce rendez-vous? Voilà, nous avons 2 temps forts. Les 2 temps forts, le premier commencera donc demain, vendredi, à 15h avec un gala un match de gala de football à 15h donc au lycée classique d'Abidjan. Nous aurons en compétition les enseignantes et contre les femmes dans l'administration. Et ça sera le premier temps fort. Le deuxième temps sera donc le lendemain du vendredi, samedi 6 au Palais de la Culture, la salle Adoumabo, avec une cérémonie officielle de célébration. Cette célébration, qu'est-ce qu'il y aura? Des conférences ou... Et, il y aura de grandes choses. La cérémonie commencera d'abord par un défilé de femmes. Le défilé qui va donc présenter toutes les structures du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Et ensuite, nous aurons le clou de la cérémonie et une décoration des femmes dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Ah, ça n'arrive pas souvent. Ah oui, c'est pour cela qu'il faut vraiment dire merci à notre ministre qui a pensé à célébrer le mérite de ces femmes. On a une idée du nombre de femmes? Oui, je crois 200 femmes qui seront donc décorées demain. Ah, c'est bien. Donc après, il faudra... Demain, je dis demain, samedi 6. Voilà, samedi 6.
Après, il faudra reprendre le travail. Et les femmes du ministère, elles sont excellentes? Oui, elles sont excellentes. Et nous avons découvert à travers les préparatifs de cette journée. Et toutes les femmes sont mobilisées et toutes les femmes sont vraiment heureuses. Elles sont compétentes. Elles sont heureuses de cette initiative qu'a prise venant de notre ministère de tutelle. Parce que, disons que en Côte d'Ivoire, nous n'avons jamais vu un département ministériel, disons, de l'éducation nationale célébrer ces femmes. Votre ministre aussi est femme, on pourrait dire que les femmes se célèbrent. Tout à fait, les femmes se célèbrent. Elle a bien compris qu'il faut célébrer les femmes. Il faut relever leurs compétences. Bien sûr. Merci, Mme Ndiéguénié Séa, d'être venue nous parler de cette cérémonie hommage aux femmes qui est initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. C'est moi qui vous remercie.